Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode 42 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, je t'emmène creuser un sujet essentiel dans l'éducation que tous les parents, tous les professionnels de l'éducation rencontrent au quotidien en fait, concrètement. Je vais te parler de la discipline. Mais pas de n'importe quelle discipline, je vais te parler de la discipline positive qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser à prime abord, n'est pas une oxymore, tu vois. Il n'y a pas de conflit entre ces deux mots. Bien au contraire, ils s'associent parfaitement parce que, est-ce que vraiment la discipline doit être associée à la notion de punition ? En fait, dans notre société, c'est souvent le cas, mais est-ce que c'est la seule manière d'enseigner des bonnes pratiques, des comportements, de bons comportements, des bonnes manières ? Est-ce que c'est la bonne manière d'enseigner des bonnes manières à nos enfants ? Eh bien justement, dans cet épisode, tu vas découvrir que non, il y a des méthodes alternatives qui favorisent l'apprentissage et le développement émotionnel de ton enfant, tout en maintenant une atmosphère qui soit positive et respectueuse. Donc, que tu sois un parent qui est perdu et qui a besoin vraiment de conseils très pratiques, ou alors si simplement tu es curieux de nouvelles approches éducatives, eh bien, je t'assure, cet épisode va être une mine d'informations précieuses pour toi. C'est parti, on y va et on va commencer d'ailleurs directement avec la discipline. Le mot discipline est un historique très très bref de ce qu'est la discipline. Il faut savoir que c'est un mot latin qui vient du latin, qui vient du latin disciplina, lui-même qui venait de discipulus, qui voulait dire élève. Et disciplina, eh bien, c'est l'enseignement, c'est la science, c'est l'éducation, c'est les règles de vie, de manière générale. Mais dans l'état d'esprit commun, on parle discipline, on pense autorité, on pense punition. Et pourquoi ça ? En fait, quand on regarde l'histoire du mot discipline, on se rend compte qu'il y a 3 sens principaux qui ressortent. Le premier, effectivement, c'est celui de punition. On parle même au XIIe siècle de châtiment corporel, de massacre. Enfin bref, c'est quelque chose de très violent. Le deuxième, c'est celui dont je t'ai parlé juste avant, qui est ce sens d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage, de règles de vie. Et le troisième, qui apparaît beaucoup plus tard, qui apparaît aux alentours à peu près du XVe siècle, c'est le sens que l'on donne quand on parle de, par exemple, discipline sportive ou c'est cette discipline scolaire, les maths, les trucs, enfin tu vois, c'est une branche à proprement parler. Voilà. Ça, c'est les 3 sens qu'on donne au mot discipline. La discipline positive, elle essaye de rompre avec cette idée de punition et ce qu'on a dans la tête quand on parle discipline et qu'on pense autorité et punition. Et en fait, c'est cette discipline, pour le coup, cette discipline, la discipline positive, elle a été, démocratisée, mise très en avant depuis une 40aine d'années par une psychologue qui s'appelle Jen Nielsen et qui a même écrit un bouquin qui s'appelle La discipline positive. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description de cet épisode toutes les sources que je vais te citer parce que pour le coup, aujourd'hui, je vais t'en citer un certain nombre. J'ai pas mal de ressources à te donner. Et donc, Jen Nielsen, elle n'a rien inventé, entre guillemets. Elle a juste vulgarisé un concept, mais qui vient de beaucoup plus loin dans le temps, je dirais. C'est le médecin
et psychothérapeute, un Autrichien, Alfred Adler, qui a été le premier en fait à poser un peu ces fondements de la discipline positive, de tout ce qui est l'éducation par la coopération, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait différents principes qui étaient chers à Alfred Adler, et dans ces principes, il y a entre autres le respect mutuel, il y a l'encouragement, etc., etc. Il expliquait que l'être humain, en fait, il aime appartenir à un groupe qui a un besoin social et que nos actions, elles sont liées à ce besoin social. Et c'est également le cas pour l'enfant qui a un besoin d'être reconnu, qui a besoin d'avoir une utilité, il a besoin, de sentir qu'il sert à quelque chose. Et bon, il y a eu plein de penseurs comme ça qui ont traité le sujet. On pourrait citer Freinet, on pourrait citer Montessori, bref, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment Jan Nelson qui a démocratisé ça il y a à peu près une quarantaine d'années. Sa méthode, elle met l'accent sur la fermeté et la bienveillance pour accompagner et guider en fait les enfants vers un comportement qui soit plus responsable, sans avoir à recourir à la peur ou à la honte. Elle met l'accent sur l'apprentissage des compétences sociales, sur la résolution de problèmes, et elle met l'accent aussi beaucoup sur la communication et sur le renforcement du lien entre les parents et les enfants. Et d'ailleurs, il y a des recherches scientifiques aujourd'hui, grâce aux imageries cérébrales notamment, qui nous permettent de savoir et qui nous ont prouvé, et je te mets le lien d'une de ces recherches, mais tu verras qu'il y en a vraiment beaucoup si tu cherches un petit peu sur le site sur lequel se trouve cette recherche-là. C'est le site du Journal of Positive Psychology. Et en fait, cette recherche dont je te parle, elle démontre l'efficacité de la discipline positive sur le comportement et sur le bien-être mental des enfants de manière générale. Donc voilà, ça c'est pour le côté plus fondé et puis de se dire effectivement ça fonctionne quoi. Après on a eu pas mal d'ouvrages qui ont traité le sujet. Je vais t'en citer plusieurs dans cet épisode, mais je commencerai par te citer un ouvrage de Alfie Kohn qui s'appelle c'est en anglais, alors tu m'excuseras d'avance pour mon superbe accent, mais qui s'appelle Unconditional Parenting, Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason, qui est en fait une critique des méthodes traditionnelles d'éducation, dans lequel Alfie nous explique les méfaits de la mise en place d'un système de punition et de récompense. Donc c'est un ouvrage qui est hyper intéressant. Il y a d'autres ouvrages, alors pour le coup je t'ai choisi aussi des ouvrages quand même en français pour que tu puisses avoir une liste, que tu puisses aller voir tout de suite si tu ne lis pas l'anglais. Notamment il y a l'ouvrage de Catherine Guéguen qui écrit Pour une enfance heureuse, où elle reprend et elle soutient les idées justement de Jan Nelson, et elle souligne également l'importance de l'empathie et de la compréhension dans l'éducation. On va en reparler dans cet épisode. Et puis enfin il y a une personne qui est incontournable dans le monde de l'éducation francophone, qui est Isabelle Fillosa, et il y a plusieurs ouvrages, notamment elle a écrit J'ai tout essayé, qui est vraiment vraiment top, enfin que moi j'ai beaucoup aimé et dont je me suis servi pour ce podcast. Et puis elle a également écrit Au cœur des émotions de l'enfant, qui est plutôt sur la gestion des émotions de l'enfant. Voilà pour les ouvrages, je t'en citerai encore un ou deux juste après, mais comme ça tu as déjà pas mal de choses, et de toute façon tu retrouveras tout ça dans les sources de l'épisode. Dans la description de l'épisode. Voilà. Alors, on y va, on va parler un petit peu des alternatives concrètes finalement aux punitions. Une fois qu'on veut appliquer la discipline positive, la positive discipline en anglais, comment on fait ? En fait, il y a des techniques qui sont à la fois respectueuses et efficaces, et en plus qui favorisent le développement positif de l'enfant. Donc, je vais t'en citer 4 d'alternatives assez pratiques. Il y a tout d'abord quelque chose dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière dans l'épisode sur les crises de colère, donc je t'invite à l'écouter si ça n'est pas déjà fait, mais l'instauration de routines structurantes pour ton enfant. Dès le moment où tu vas mettre de la prévisibilité dans la vie de tes enfants, une routine bien établie, ça va lui offrir sécurité, une structure, et ça va permettre à ton enfant en fait de comprendre qu'est-ce que tu attends de lui et de se sentir finalement plus en contrôle aussi de son environnement, parce qu'il va pouvoir anticiper. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. La semaine dernière, je te parlais du rituel du coucher, par exemple, dans lequel tu peux mettre très facilement une routine en place. Le deuxième point important, c'est la communication
communication, je te l'ai dit, Jen Nielsen en parle énormément. Une communication efficace, c'est super important aussi pour ton enfant, de manière à ce que il comprenne en fait ce que tu veux, tes attentes, et puis les règles que tu peux construire avec lui d'ailleurs, sans se sentir menacé ou dévalorisé, tu vois, de pas lui dire si tu fais pas ça, il y aura ça, etc. Enfin, on est assez dans le négativisme avec ça. Et pour ça, pour cette communication, pour qu'elle soit efficace, tu peux utiliser des techniques comme la reformulation ou l'écoute active. La reformulation, ça va être plutôt être lorsque ton enfant va exprimer un sentiment, par exemple une frustration parce qu'il ne peut pas aller jouer dehors avec ses copains, j'en sais rien, eh bien, tu vas voir dans son comportement un changement de comportement, de le verbaliser et de lui dire, voilà, je comprends, t'es déçu, t'es frustré, t'es en colère, t'es triste, etc. Enfin, de mettre des mots sur ce que tu es en train de voir, qu'il est en train d'exprimer, ça va lui permettre à lui, d'une part, de se sentir reconnu, ça va lui permettre de connaître le nom des émotions, parce que c'est pas toujours facile, même pour les adultes, de nommer l'émotion que l'on ressent. Et puis, ça va lui permettre de plus facilement, entre guillemets, l'accepter. Donc, ça valide un peu son sentiment et c'est plus simple pour lui. Pour ce qui est de l'écoute active, on en parlera aussi par rapport à l'empathie, mais l'écoute active, ça veut dire, d'écouter ton enfant, en fait, de manière honnête, entière, d'être vraiment présent pour lui à ce moment-là, d'être entièrement dédié à l'écoute de ce qu'il est en train de te dire et sans jugement. Sans jugement parce que ce que ton enfant est en train de te partager, c'est quelque chose de sincère, c'est ce qu'il ressent, ça peut être ses émotions du moment, ça peut être simplement un partage de ce qu'il a vécu dans la journée, etc. Peu importe, mais lorsqu'il le fait, il a envie d'être écouté. Et c'est au même titre que quand toi, tu as envie de discuter avec un ami ou avec quelqu'un, un de tes proches ou quoi, t'aimes bien qu'on t'écoute. C'est la même chose pour ton enfant, il a envie d'être écouté. Et de pratiquer cette écoute active, de l'écouter attentivement, il va se sentir écouté et il va être ainsi plus enclin, je dirais, à participer, à collaborer, à discuter de manière calme avec toi, à coopérer même. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième point, cette communication efficace, et tu peux utiliser donc reformulation et écoute active. Ensuite, il y a le renforcement positif, les encouragements et le renforcement positif. Ça, c'est vraiment un point qui me plaît et l'idée, c'est de féliciter ton enfant, mais on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, c'est d'offrir des choix à ton enfant. Dans toutes les situations où tu peux le faire, je t'invite à proposer des choix à ton enfant. Le fait de faire des choix que tu auras préétablis, par exemple, tu choisis deux tenues et il choisit parmi les deux tenues laquelle il va pouvoir mettre, ça lui permet d'avoir du contrôle à nouveau sur son environnement, d'avoir un peu de responsabilité, mais pour autant, ça te permet de ne pas passer 1 heure devant la penderie et qu'il sorte toutes ses affaires et qu'il n'arrive pas à faire son choix, justement. De plus, en fonction de l'âge, l'enfant, il a du mal à faire des choix lorsqu'il y a trop de choix. Trop de choix, tu le choix. Donc, limite les choix que tu lui proposes, mais propose-lui des choix. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Voilà pour des petites alternatives très pratiques, que tu peux mettre en place. Pour te partager ces petites alternatives-là, je me suis aussi basé sur un livre qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». C'est un livre de Adèle Faber et Hélène Mazlich, et dedans, elles offrent vraiment des conseils très pratiques sur la communication avec les enfants. Et puis, je te le disais tout à l'heure, mais j'ai tout essayé de Isabelle Fillosa. C'est vraiment quelque chose où il y a des solutions pratiques pour tous les défis de la parentalité. C'est assez chouette. Donc, je t'invite à les lire. Maintenant, je t'ai parlé de l'importance de la communication et de la compréhension, mais qu'est-ce que ça veut dire plus en détail ? En fait, quand on te parle de comprendre ton enfant, c'est aussi comprendre les émotions sous-jacentes ou les besoins sous-jacents qui ne sont pas forcément exprimés dans son comportement. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu vas au parc avec ton enfant l'après-midi et puis qu'au moment de partir, il fait une crise de colère, il a peut-être pas envie de partir du parc. Ça, c'est une première chose. Oui, c'est possible. Maintenant, s'il y a passé 2 ou 3 heures, c'est pas forcément juste qu'il n'a pas envie de partir du parc, mais il est peut-être fatigué et il a du mal à gérer cette fatigue-là. Il a peut-être faim parce qu'il a eu énormément de dépenses énergétiques et donc il a un besoin, en ressources et donc c'est de la faim et il n'arrive pas à le gérer non plus et il ne sait pas y mettre des mots encore. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le comportement de ton enfant, tu vas voir quelque chose, mais il faut aussi réfléchir quel est le besoin ou
l'émotion sous-jacente à ce comportement. Et le fait de l'identifier, de réussir à l'identifier et d'y mettre des mots, eh bien à nouveau, ça va aider grandement ton enfant pour aller de l'avant et puis ça va prévenir des comportements qui peuvent être problématiques. Le deuxième point, c'est ce que je te disais avant avec l'écoute active, c'est l'empathie avec ton enfant pour te connecter. Le fait de comprendre et de partager les sentiments de ton enfant, eh bien, ça va vraiment grandement l'aider lorsque tu réponds avec empathie, pardon. Par exemple, en lui disant eh bien oui, je comprends que tu sois très triste de quitter le parc, voilà, par exemple, tu vois. Eh ben, ça peut aider ton enfant à se sentir, d'une part, entendu déjà, compris aussi, et ça, c'est assez agréable, et ça lui permet aussi un peu de s'apaiser vis-à-vis de ses émotions, il en saura plus, et donc c'est un point positif. Ensuite, il y a un point que les parents, en tout cas dans les courants de discipline positive, on oublie souvent, et que moi, je mets un point d'honneur à rappeler, c'est qu'il faut poser des limites à ton enfant. En fait, c'est hyper important qu'il ait des limites qui soient claires, qui soient structurantes et qui soient cohérentes. Parce que ton enfant, il a besoin de limites pour se sentir en sécurité et pour comprendre ce que tu attends de lui. Donc, le fait de poser des limites qui soient claires, par exemple, si je reste sur mon exemple du parc, si tu lui dis ok, on va aller jouer au parc cet après-midi, mais on va rentrer à 5 heures parce qu'après, c'est l'heure d'aller dîner, par exemple, eh bien, ça va l'aider à comprendre ce que tu attends de lui, d'une part, et pourquoi tu attends ça de lui. Donc, c'est hyper positif également. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la modélisation du comportement. Donc, la modélisation du comportement, c'est quoi? C'est que l'enfant, son mode d'apprentissage principal, c'est la modélisation, c'est-à-dire l'imitation quelque part. Donc il va te voir réagir à un certain nombre de situations et il va calquer son comportement sur le tien et sur les adultes de référence qu'il a, mais aussi sur ses frères et sœurs, etc. Il apprend par l'imitation. Et donc, quelle est la meilleure façon pour toi de lui apprendre à bien gérer ses émotions, à bien les vivre, à les accepter, peut-être à les verbaliser, à les nommer, etc. Eh bien, c'est toi de faire de même. Dans une situation, par exemple, stressante, je ne sais pas, si tu le gères avec du calme, si tu le gères de manière réfléchie, ça apprendra à ton enfant à faire la même chose. Donc pense au fait que ton enfant apprend par l'apprentissage, par l'imitation, pardon, et donc donne-lui le meilleur exemple possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire apprends à travailler sur toi pour mieux gérer certaines situations, pour permettre à ton enfant de les gérer plus tard. Donc c'est hyper intéressant et moi j'adore quand j'accompagne des parents voir le travail que le parent fait sur lui-même qui lui permet ensuite de pouvoir être d'autant plus à l'aise dans son rôle de parent et d'autant plus fier de pouvoir transmettre ça à son enfant. Voilà pour les côtés communication et compréhension de ton enfant. Alors, on va aller directement sur les 8 concepts très pratico-pratiques que je vais te partager de façon à ce que tu puisses remplacer les punitions par des approches qui soient beaucoup plus constructives. Avant ça, je te l'ai très rapidement dit tout à l'heure, eh bien, j'aimerais faire la différence entre récompense et renforcement positif. Il y a une différence qui est subtile, mais qui est très importante en éducation et dans le contexte de l'éducation. La récompense, de manière générale, ça va plutôt être un bénéfice, un privilège, quelque chose en plus qu'on donne à l'enfant pour le remercier d'un comportement qu'il a fait, qu'on lui avait demandé, qui était un comportement souhaitable. Généralement, c'est du matériel, ça peut être un jouet, un bonbon, ça peut être du temps supplémentaire devant la télévision ou à passer sur la console de jeu, enfin bref. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que en faisant ça, on pousse l'enfant à faire à agir d'une certaine manière en espérant obtenir une récompense. Et donc, il y a une sorte de dépendance qui peut se créer et ça n'invite pas du tout l'enfant à développer ce qu'on appelle sa motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait de faire par lui-même et d'être fier d'avoir fait. Ça, c'est pour la récompense. Le renforcement positif, c'est différent. Ça va plutôt être une technique qui va te permettre de modifier le comportement et qui consiste en fait à donner un retour directement, à donner quelque chose de positif directement après le comportement souhaitable de l'enfant. Ce quelque chose, ça peut être un compliment, ça peut être un sourire, ça peut être un encouragement verbal, ça peut être un signe d'attention, le prendre dans les bras, je sais pas moi, une caresse sur la tête, enfin peu importe. L'objectif de ça, c'est vraiment de renforcer un comportement
que l'enfant a fait de manière spontanée, et le fait de le renforcer, eh bien, ça va pousser l'enfant à le reproduire à l'avenir. Donc voilà, c'était important parce que c'est le premier point, remplacer les punitions par des choses plutôt positives. Eh bien, le renforcement positif fait partie de cette liste parce que c'est la meilleure façon d'encourager un comportement positif chez l'enfant. Réfléchis lorsque tu es tenté de punir ton enfant, réfléchis quel est l'objectif derrière cette punition. Finalement, c'est que tu ne veux plus qu'il reproduise tel ou tel comportement. Eh bien, plutôt que de le punir, pense au renforcement positif en amont et ce sera beaucoup plus constructif et tu verras que les résultats, eh bien, ils sont beaucoup plus positifs et bien meilleurs, quoi. Voilà, donc je te donne les 7 astuces que je te partage. La première, donc, c'était le renforcement positif. Le deuxième, c'est un temps de conversation plutôt qu'un temps mort, je dirais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le temps de conversation, c'est quand il y a un comportement inadéquat, plutôt que d'envoyer ton enfant dans sa chambre réfléchir à ce qu'il fait ou le mettre au coin ou je ne sais quoi, de prendre un moment pour échanger avec lui sur le pourquoi du comment il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les émotions ou les besoins sous-jacents à ce comportement, quelles solutions tu peux apporter à ce comportement, etc. Et ce temps d'échange avec ton enfant, il sera positif, ça permet de poser calmement le comportement, ça permet de comprendre et ça permet de trouver ensemble des solutions. Donc c'est super positif. Pour le troisième point, c'est ce qu'on appelle les conséquences logiques. C'est la suite logique de la communication. Une fois que tu as parlé avec lui, que tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ce comportement inadéquat, c'est ce qu'on appelle la conséquence logique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et au lieu de mettre une punition et qui est complètement décorrélée de ce qu'il vient de se passer. Par exemple, il a fait tomber un vase en lançant des avions en papier dans la maison, j'en sais rien. Une des conséquences logiques, c'est de réparer le vase. Donc ça peut être en fonction de son âge, d'abord de ramasser l'eau, tu vois, d'éponger l'eau qu'il y avait dans le vase, je dis n'importe quoi. Ensuite, il y a en fonction de sa possibilité motrice de réparer le vase avec de la colle et de faire une activité bricolage pour réparer le vase. Mais si c'est un enfant qui est encore plus grand et puis qui a déjà de l'argent de poche, ça peut être de racheter un vase. Bref, il y a une conséquence logique à l'action qui vient d'être faite. Et ainsi, il y a un lien direct entre ce que tu lui demandes et ce que tu réprimandes comme comportement. Donc voilà, les conséquences logiques, c'est la troisième chose à faire dans les actions, les alternatives pratiques et concrètes. La quatrième, on en a parlé la semaine dernière déjà dans l'épisode, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est de rediriger le focus et l'attention de ton enfant sur autre chose quand tu sens que son comportement commence à partir en cacahuète. Donc voilà, ça je te laisse aller écouter l'épisode de la semaine dernière, mais c'est aussi une très bonne technique pour éviter de devoir ensuite le punir. Comme tu pourras le voir, tout ce que je te donne comme technique, c'est plutôt de la prévention quelque part, bien entendu, parce que la réalité c'est que plus tu vas mettre en place des actions préventives et moins tu auras de nécessité de recourir à des punitions qui sont en plus contre-productives. Ensuite, on a ce qu'on appelle le temps calme. Ça, c'est tous les moments où ton enfant il a besoin de se ressourcer parce que ça lui arrive, même s'il est très dynamique et que tu as l'impression qu'il a toujours de l'énergie et qu'il ne s'arrête jamais. Je t'assure, observe-le et il y a des moments où d'un seul coup, il y a une baisse d'énergie et il a besoin de se ressourcer. Dans ce moment-là, si tu prends le temps avec lui d'aller lire un petit peu ou de discuter, mais vraiment de partager un moment calme avec lui, ça favorise à nouveau, par l'imitation, ce moment calme. Il va se dire, c'est chouette, c'est un moment que je passe avec maman, avec papa, et il sera super content de pouvoir le faire d'autant plus souvent. Bien sûr, tu ne le fais pas au moment où il est en pleine explosion d'énergie et qu'il a besoin de se défouler. Là, à ce moment-là, faut trouver plutôt une décharge d'énergie. Et ça me fait penser, je te le partage là comme ça. Si tu n'as pas la possibilité de sortir et de donner à ton enfant la possibilité de se décharger au niveau moteur, sache que, par exemple, la pâte à modeler, c'est une très très bonne activité pour se décharger, même s'il reste assis pour le faire. C'est vraiment quelque chose qui leur fait beaucoup de bien. Voilà, c'était un petit tips supplémentaire. Après les temps calmes, il y a l'expression des émotions, tout ce qui est en lien avec la communication, l'empathie, l'écoute active, etc. De mettre des mots sur les émotions de ton enfant, l'encourager à exprimer ses émotions,
le faire toi également, à exprimer les tiennes, et comme ça l'aidera à comprendre ses propres émotions. Et puis il y a des outils qui existent, par exemple les bouteilles colères, c'est des bouteilles que tu remplis tu vas mettre des paillettes par exemple dedans, et puis il va secouer la bouteille quand il va être très énervé comme ça. Ça va l'aider à visualiser et à gérer ses émotions et ses sentiments. Donc voilà pour l'expression des émotions. L'avant-dernier point, les accords et contrats familiaux. Jen Nielsen en parle beaucoup dans son livre sur la discipline positive. En fait, c'est des moments d'échange en famille. Et chaque membre de la famille va s'engager à respecter certaines règles, à mettre en place certains comportements. Et ça va renforcer un peu cette responsabilité mutuelle. Et puis, tu fais un point de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, enfin, peu importe. Ça devient un rituel. Tu te rappelles le bienfait des rituels. Et ça permet à chacun d'avoir une place au sein du cercle familial. Et enfin, les jeux de rôle. Le jeu, ton enfant adore ça. C'est son moyen de communication favori et c'est un moyen d'apprentissage génial. Donc, utilise le jeu, les jeux de rôle particulièrement, pour pouvoir permettre à ton enfant, lui montrer en fait comment gérer différentes situations. Ça peut être un moyen hyper amusant et efficace d'apprendre un comportement approprié. Donc voilà pour ces 8 tips sur les alternatives pratiques, la conversation plutôt qu'un temps mort, les renforcements positifs et les encouragements, l'implication dans des conséquences logiques, la redirection, changer l'attention, etc. Le temps calme, exprimer ses émotions, les accords et les contrats familiaux, les engagements familiaux et enfin les jeux de rôle. Toutes ces méthodes, elles sont hyper positives et en plus, elles renforcent la confiance, elles renforcent la communication entre toi et ton enfant et elles favorisent son développement émotionnel et social. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il aura été riche en apprentissage sur la discipline sans punition. On a exploré ensemble un certain nombre d'alternatives qui sont respectueuses par rapport à la punition, qui sont des techniques aussi de communication efficaces. On a également parlé de l'importance de comprendre les émotions de nos enfants pour mieux les guider. J'espère que ça t'aura été utile. Rappelle-toi que chacune des interactions que tu as avec ton enfant, c'est finalement un espace et un moyen pour toi d'échanger avec lui. C'est une opportunité d'apprentissage à la fois pour toi et pour lui, et c'est une opportunité de renforcer ton lien. La patience, l'empathie, la communication, c'est vraiment les bases, c'est tes alliés les plus grands, c'est les clés pour une éducation qui soit positive et qui respecte l'intégrité et la dignité de ton enfant. N'oublie pas que être parent, c'est le métier le plus compliqué, le plus complexe au monde. Il n'y a pas de mode d'emploi, on n'a pas de formation pour devenir parent. On fait du mieux que l'on peut, on relève des défis au quotidien, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction dans ce parcours et dans cette aventure parentale. On a la chance de pouvoir grandir avec nos enfants et donc embrassons ces moments-là, apprenons avec eux et surtout n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres parents qui traversent exactement les mêmes problèmes que nous, donc partageons. C'est aussi le but de ce podcast, c'est d'essayer de te partager un maximum de choses parce que c'est la meilleure façon de grandir. Avant de te quitter, je t'invite à partager tes expériences, tes réussites aussi dans l'application de ces principes, ton avis sur cet épisode. Vraiment, n'hésite pas. Rejoins sur les réseaux sociaux. Tu peux rejoindre la communauté. Il y a différents réseaux sociaux dont je te mets les liens en description. Et ça va nous permettre d'échanger et de grandir tous ensemble. N'hésite pas à laisser des commentaires, particulièrement sur Apple Podcast ou des notes sur Spotify. Ça aide grandement au référencement de l'émission. Et puis, si ça t'a plu, partage autour de toi, parle-en. Et plus on sera nombreux à échanger, plus on pourra enrichir nos pratiques parentales. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Et d'ici là, prends soin de toi et prends soin de tes petits trésors. À bientôt. Ciao, ciao.